Bonjour à tous, c'est Martin Rémy et bienvenue sur Simple Logique Explicable. Aujourd'hui, nous corrigeons un exercice en électrostatique, un exercice qui nous demande de faire un calcul direct du champ électrostatique créé par une distribution surfacique, ici le cas d'un disque. Donc, nous allons déterminer de manière directe ce champ électrostatique et par la relation E égale à moins gradient de V, nous allons déduire le potentiel. Comme nous le savons déjà, la première des choses à faire pour la détermination directe du champ électrostatique, c'est la détermination des coordonnées dont ce champ va dépendre et son orientation. Ici, dans le cas du calcul direct, on va prendre, tout comme dans les autres cas bien sûr, on va prendre deux points M qui sont symétriques par rapport à O, dont O qui est là, le centre, et on va localiser autour de M un élément de charge, autour de M et M', un élément de charge dQ et dQ partout. Donc, on peut dire que c'est dQ', mais c'est quasiment le même, c'est le même élément de charge. Donc, dQ qui est là va créer en un point P, où on cherche à déterminer l'expression du champ, bien sûr, va créer en un point P un champ élémentaire DE. Il en sera de même pour la quantité élémentaire de charge qui est regroupée autour de M', qui va créer en P un élément de champ DE' orienté comme ceci. Et si on fait la contribution de tous ces éléments, de ces deux éléments de charge, on verra tout simplement que la contribution des deux nous montre que le champ élémentaire créé par deux points symétriques est directement porté par Z. Donc, ceci nous dit, premièrement, que le champ qui est cherché, E, est un E qui est suivant EZ. Maintenant, en ce qui concerne les invariances, on va utiliser ici le principe de Curie. Bien, bon, allez, ouais, on parle le principe de Curie parce qu'on a déjà déterminé l'orientation du champ. On va utiliser ici les éléments de symétrie, ce qui laisse nos redistributions invariantes. Alors ici, on a un disque dont il y a de la masse, de la matière partout à l'intérieur de ce disque. Et si je fais une rotation autour de l'axe Z d'un angle θ, c'est exactement comme si je vous demandais de fermer les yeux et je fais une rotation, vous les ouvrez, est-ce que vous avez constaté que la distribution a changé? Mais le résultat logique est non. Ça veut dire que notre redistribution est invariante par toute rotation d'angle θ autour de l'axe OZ. Ce qui veut dire en quelque sorte que dans les trois coordonnées R, θ, Z, notre champ ne va pas dépendre de θ. Donc ici, allez, hop, je vais mettre E suivant Z. Donc, il n'y aura pas une variation par rapport à θ. Et la contribution qui sera localisée en P, la contribution du champ, va prendre en considération tout le disque. Et tout le disque, en fait, on aura juste à faire une sommation continue suivant R, de 0 à grand R. Donc, réellement, on ne va pas dépendre de petit r. Ça, c'est logique. Sauf si on veut vraiment déterminer un élément de champ créé par un élément de charge localisé à petit r de haut. Donc maintenant ici, passons directement, on sait déjà que la composante qui nous intéresse, c'est DEZ. Donc on va dire que DEZ, c'est encore DE cosinus alpha. Bon, vous savez déjà pourquoi on dit cosinus alpha, parce que la contribution de ceci, si ceci c'est DEZ, et que ça c'est alpha, cos alpha, c'est encore DEZ, le côté adjacent sur l'hypoténuse en norme, c'est DE. Ça veut dire DEZ, c'est DE cosinus de alpha. Et cosinus de alpha, bon, DE, qu'est-ce que ça vaut? DE, c'est K dQ sur PM au carré. Et cosinus alpha, qu'est-ce que c'est? Ce alpha qui est là, il est encore ici. Donc, alpha, c'est encore côté adjacent, c'est-à-dire Z sur l'hypoténuse qui est PM. Donc, fois Z sur PM. Et ceci, qu'est-ce que ça donne? On a une distribution ici qui est surfacique, ça veut dire que dQ est encore égal à sigma ds. On a considéré dans notre cas un élément, une densité surfacique de charge qui est uniforme. Ça veut dire ici, sigma il est constant et le ds, dans le cadre du système des coordonnées, bon, on va dire polaire directement, c'est sigma r dr dθ. Donc c'est l'élément de surface qui est orienté suivant dz. Ça veut dire ici, qu'est-ce qu'on aura? On aura K sigma Z R dr dθ et PM au carré fois PM, ça fait PM au cube, alors que PM, si on applique Pythagore directement, ça fait la racine carrée de R au carré plus Z au carré. Ça veut dire que je me retrouve avec R au carré plus Z au carré à la puissance 3 demi. Donc, à la puissance 1 demi,
puissance 1,5, puissance 3, ça fait 3 fois 1,5 qui donne 3,5. Donc voilà notre élément de charge, il suffit juste maintenant de l'intégrer. Suivant R, on va intégrer pour R allant de 0 à grand R, et suivant θ, on va intégrer de 0 à 2π pour couvrir l'entièreté de notre domaine. Ça veut dire ici, EZ, ce sera, je sors tout ce qui ne va pas dépendre des variables d'intégration, ça veut dire je vais sortir K, sigma et Z. Et là, j'aurai ma première intégrale. Allez, hop, il sera une intégrale de 0 à grand R, une contribution de tout ceci, de R dr sur R carré plus Z carré à la puissance 3,5, et une intégrale de 0 à 2π de dθ. Donc ceci, qu'est-ce que ça fait? J'ai K sigma Z. Ici, pour faire ce genre de truc, on est obligé de créer quelque chose pour avoir une forme U' sur U puissance N. Alors, si ceci c'est U, U' c'est quoi? U' c'est 2R, parce qu'ici, on est en train d'intégrer par rapport à R. Ça veut dire qu'il me faut créer un 2 ici. Et si je crée un 2 ici, allez, je vais diviser ici par 2. Donc, je vais mettre K sigma Z sur 2 fois quoi? La primitive de U' sur U puissance N, on sait que c'est moins 1 sur N moins 1, c'est-à-dire 3,5 moins 1, c'est-à-dire 1,5, fois R carré plus Z carré, c'est-à-dire U à la puissance N moins 1, donc 3,5 moins 1, ça fait 1,5. Donc voilà ce qu'on a entre 0 et grand R, et ceci, bien sûr, ça nous donne 2π. Maintenant là, qu'est-ce qu'on a? Le 2, 1,5 qui est là, le 2 va monter, le 2 va se simplifier avec ceci, le moins il peut sortir, le 2π il vient, ça veut dire que j'ai moins 2π K sigma Z avec 1 sur, ceci on peut directement mettre que c'est la racine carrée de R carré plus Z carré à prendre entre 0 et grand R. Maintenant, lorsque petit r vaut grand R, qu'est-ce qu'on a? Allez, hop, je vais mettre ici, on peut déjà simplifier ceci. On sait que 2πk, vu que K c'est 1 sur 4π epsilon 0, alors en multipliant par 2π, ça fait 2π fois ceci, allez hop, il reste 2. Ça fait 1 sur 2 epsilon 0, c'est-à-dire là je me retrouve avec moins sigma sur 2 epsilon 0. Pourquoi? Lorsque R, petit r vaut R, j'ai 1 sur racine carrée de grand R au carré plus Z carré, moins, et lorsque petit r vaut 0, j'aurai la racine carrée de Z carré. Et la racine carrée de Z au carré, ce n'est pas Z, c'est la valeur absolue de Z. Bon, ici j'ai Z, hein. C'est la valeur absolue de Z, ça veut dire que j'aurai 1 sur la valeur absolue de Z. Parce que Z, il peut être positif comme négatif, c'est un axe. Ok, donc maintenant, je peux écrire l'expression finale de mon champ E. Bon, où est-ce que je peux l'écrire? Je vais l'écrire directement ici. Le champ E cherché, on sait que c'est déjà suivant EZ, je vais juste prendre la norme algébrique, bien sûr, en valeur algébrique. Je fais ancrer le moins, ça fait E qui sera égal à sigma Z sur 2 epsilon 0. Bon, le Z, je vais le faire ancrer. Donc, ça fait sigma sur 2 epsilon 0 fois, vu que j'ai fait entrer le moins, et le Z également, j'aurai Z sur valeur absolue de Z moins Z sur racine carrée de R au carré plus Z carré. Donc voilà exactement ce qu'on a. Vous voyez bien que notre champ ne dépend que de Z parce que ça a pris toute la contribution suivant R de tout notre disque. Donc une fois qu'on a maintenant ce champ, on va déterminer le potentiel électrostatique, et on va représenter enfin l'expression, bon, l'allure de notre champ sur un axe pour voir à peu près à quoi ça correspond et faire voir la notion de continuité ou discontinuité qui peut exister entre ces deux grandeurs, champ et potentiel. Donc maintenant, passons à la détermination du potentiel électrostatique. Maintenant, l'expression du potentiel électrostatique. Alors pour cela, vu que nous avons déjà déterminé l'expression du champ, on va utiliser la relation E égale à moins gradient de V. Notre E, vu qu'il ne dépend que de Z, alors on va prendre uniquement la composante du gradient qui dépend de Z. Donc, on aura
E en termes de valeur algébrique qui sera égale à moins la dérivée de V par rapport à Z. Bon, allez, je vais l'écrire comme ceci. Ça veut dire que dV est encore égal à moins E dZ. Et si je veux V, je dois intégrer ceci. Alors, qu'est-ce que ça donne lorsqu'on essaye d'intégrer? Je vais prendre tout ce qui est constant, je le mets dehors. Ça veut dire que V sera égal à... Je prends ce moins, je l'affecte à sigma sur 2 epsilon 0. J'aurai moins sigma sur 2 epsilon 0. Allez, je trouve une accolade. De la première intégrale qui est là, j'aurai intégrale de Z sur valeur absolue de Z, dZ, moins l'intégrale de Z dZ sur racine carrée de R carré plus Z au carré. Donc voilà ce que je dois faire. Ici, il faut que vous compreniez deux choses. C'est que Z sur valeur absolue de Z, qu'est-ce que c'est? Si je développe ceci, ce terme qui est là, qu'est-ce que j'aurai? Si Z est positif, j'aurai Z sur valeur absolue de Z va me donner Z, du coup j'ai 1. Et si Z est négatif, j'aurai valeur absolue de Z qui me donne moins Z, j'aurai donc Z sur moins Z qui me donne moins 1. Donc ceci en réalité c'est une constante qui peut être 1 ou moins 1 suivant le signe de Z. Maintenant en intégrant 1 dz, le résultat c'est Z. En intégrant moins 1 dz, le résultat c'est moins Z. Donc qu'est-ce qui pourrait être Z lorsque c'est positif et moins Z lorsque c'est négatif? Je vois bien que ceci, en fait, ça revient tout simplement à avoir valeur absolue de Z. Parce que si Z est positif, valeur absolue de Z, c'est Z. Si Z est négatif, valeur absolue de Z, c'est moins Z. Donc là, on a fini avec ceci. Maintenant ici, ok, on va utiliser la primitive de U' sur 2 racine de U, qui est racine de U directement. U, c'est ceci. Donc U', qu'est-ce qu'on est censé avoir? U', c'est censé être du 2Z. Donc c'est exactement comme si on mettait un 2 ici. J'ai déjà le U' sur 2 racines de U, donc je vais faire ceci. C'est exactement comme si je n'avais rien ajouté. Donc on comprend ici que ceci, c'est la racine de U. Alors, écrivons maintenant bien les choses. On aura V qui sera donc égal à quoi? J'aurai moins sigma sur 2 epsilon 0, valeur absolue de Z, qui est là, moins racine carrée de moins racine carrée. J'espère que, ok, il y a moins il affecte directement ça, ok. Valeur absolue de Z, moins racine carrée de R carré, plus Z au carré. Donc, voilà l'expression finale de V de Z. Maintenant, on va essayer de représenter ces deux quantités pour voir à peu près leur allure. Ça veut dire ici, sur un schéma, je vais venir tracer en fonction de Z mon potentiel. Donc ici, je vais tracer V. Bon, on va l'élever un tout petit peu. On va tracer V en fonction de Z. Et on va également faire de même pour E en fonction de Z. Lorsque Z est égal à 0, valeur absolue de Z, ça fait 0. Et ici, j'aurai ça fait 0. Du coup, j'aurai racine carrée de R au carré. Et vu que R, c'est une grandeur positive, ça fait R. Et avec ce moins, ça fait sigma R sur 2 epsilon 0. Donc, disons qu'on est quelque part là, en sigma grand R sur 2 epsilon 0. Et maintenant, comment ça se comporte à l'infini? Si j'essaye de calculer la limite de ceci à l'infini, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai quelque chose qui va directement s'atténuer. Donc, à moins l'infini, c'est exactement comme si vous prenez cette grandeur qui est là, vous allez calculer sa limite à l'infini, et en faisant tant que z à l'infini, vous pouvez faire sortir, hein, c'est exactement pareil, vous allez vous rendre compte que ce que vous obtenez, en fait, c'est quelque chose qui s'atténue à moins l'infini et en plus l'infini. Donc, on aura quelque chose qui est comme ceci, et là également, allez, si vous avez un problème avec le calcul de la limite, je vais un peu mieux le détailler également lorsqu'on va faire l'expression du champ. C'est-à-dire lorsqu'on va déterminer la limite pour le champ. Alors ici, hop, hop. Donc, si c'est maintenant le champ que je cherche à
à tracer, qu'est-ce que j'aurai? Donc, vous voyez bien qu'en 0 qui est là, on a une certaine continuité de notre potentiel. Mais pour le champ, il sera plutôt caractérisé par une certaine discontinuité. Oh là là, s'il y a la discontinuité, ça ne va pas se voir. Donc, on va faire ça, et en plein milieu, allez, hop, on va mettre Z. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre cette expression du champ. Vous voyez que si Z est égal à 0, on a déjà dit que ceci, c'est soit 1, soit moins 1. On va exactement élucider ça. Ça veut dire, si Z est égal à 0, qu'est-ce qu'on a? On va d'abord prendre la valeur, c'est comme une limite à 0 inférieure. Ça veut dire, on cherche à savoir ce que vaut EZ lorsque 0 est vraiment près de la partie négative. Ça veut dire ceci, ça va directement tendre vers moins 1. Et si Z vaut 0, allez hop, 0, 0, ça fait 1 sur R. Et on a directement, donc là, nous avons 1 sur R, moins 1 sur R. Et ça vaut moins 1 en 0, ok. Du coup, on reste avec... ah non, en 0 directement, c'est pas moins R. En 0 ici, en fait, ça fait directement 0. Ça veut dire là, je me retrouve avec moins sigma sur 2 epsilon 0. Ça veut dire, du côté négatif, allez, hop, je suis à moins sigma sur 2 epsilon 0. Et lorsqu'on prend la limite du côté positif, ici, j'aurai plus 1, et là, j'aurai toujours 0. Ça fait plus sigma sur 2 epsilon 0. Ça veut dire là, vous voyez bien qu'il y a un saut ici. Lorsqu'on va calculer maintenant la limite à moins l'infini et en plus l'infini, rappelez-vous, ceci c'est plus 1 ou moins 1. Maintenant ici, qu'est-ce qu'on va faire? C'est exactement comme si je prenais Z et que je vais faire sortir le Z ici, mais lorsqu'il sort, il sort en valeur absolue de Z. Du coup, j'aurai racine carrée de R carré sur Z au carré plus 1. Vous voyez ici que lorsque Z, on va calculer la limite à moins l'infini, Z, valeur absolue de Z tend vers moins Z. C'est-à-dire ceci, je peux le remplacer par moins Z. Et Z sur moins Z, ça fait déjà moins 1. Et là, qu'est-ce que j'ai? Lorsque Z tend vers l'infini, ça fait 1. Donc, ceci, en fait, me donne moins 1. Et moins 1 maintenant, en moins l'infini, valeur absolue de Z, c'est moins Z, bien sûr. Ça veut dire ici, j'aurai moins 1, moins 1. Donc, j'aurai exactement moins 1, moins 1, ce qui me donne 0. Donc, ici, en fait, en moins l'infini, je vais tendre vers 0. Ça veut dire que j'aurai un trait comme ceci, qui va s'atténuer jusqu'à 0. Et si je fais pareil à plus l'infini, qu'est-ce que j'aurai? Z sur valeur absolue de Z me donne plus 1. Et ici maintenant, valeur absolue de Z va me donner Z. Quand je vais simplifier, j'aurai plutôt 1. Et là, j'aurai 0 fois 1. Ça veut dire ici, tout ce qui est là va me donner 1. J'aurai donc 1 moins 1, donc qui me donne toujours 0. Et quand je fais ça, ça me donne à peu près cette allure-là. Donc, le potentiel en 0, il est continu, alors que le champ en 0 est discontinu. C'est une propriété fondamentale de ces deux grandeurs qu'on aura très souvent à manipuler également en électrostatique. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle n'a pas été assez longue. Donnez-moi votre avis en commentaire et on se voit directement dans les prochaines vidéos. C'était Martin Ragny, vous étiez sur Simple Logique Explicable. Au revoir.